1846. 1856 par 2 fois. La Loire avait tout emporté, elle avait débordé, tué ben des gens. Il avait fallu que les mariniers de Châteauneuf aillent au secours des gens de la vallée. Et là, on était en 1866. Les superstitieux, ils se disaient que ça allait revenir. Les autres, ils se moquaient bien de ceux qui avaient des croyances bêtes comme ça. Ils disaient, regardez, le mois de juin est passé, c'est rien passé. Ouais. On va finir l'année sans qu'on ait la moindre crue, la Loire est tranquille. Puis ça s'est gâté, il s'est mis à pleuvoir. À se pleuvoir comme jamais il avait plus de mémoire de Ligérien. Ça tombait de partout et on entendait des choses. Que la Loire gonflait un peu partout. À Gien, le vieux bourg avait les pieds dans l'eau. Le tocsin avait sonné à Sully, il y avait une faille qui s'était faite à Saint-Germain. Et puis ça se gâtait encore plus par chez nous, à Sandillon. Ça s'était ouvert. Ça craignait. Ça craignait pour presque tout le monde, pour les gens qui habitaient dans le Val, mais pas pour cette bande de soifards qui avait décidé de se faire prêter une toux cabanée parce que eux, la Loire, ils la connaissaient point, mais ils avaient envie. Ils avaient envie de passer la soirée en ripaille et en boisson. Ils avaient amené 2-3 dames Jeanne. Ils avaient de la cochonaille. En veux-tu? En voilà. Il y avait Ernest qui avait tué le cochon il n'y a pas longtemps. Oh, il y avait un de ces boudins. Ah, ils allaient passer une sacrée belle soirée. Puis avec tout ce qu'ils avaient à boire, ils n'avaient pas que de l'intention de manger. Ils se sont installés dans leur tout cabané, ils ont fermé la porte, et puis ils se sont mis à brailler, à manger, à jouer aux cartes. Pendant ce temps-là, la Loire continuait. Elle charriait tout ce qu'elle pouvait emporter, des souches, des troncs, des charrettes. Puis même quelques animaux, les 4 fers en l'air. Et puis des pauvres bonnes gens qui avaient rendu leur dernier souffle là-dedans. Mais les autres, ils buvaient, ils mangeaient. Et puis ils se sont endormis. Sous, à souffler dans un chalumeau. Brinzingue, comme on dit par ici. C'est au petit matin qu'ils ont découvert la catastrophe. Et il y a un bon Dieu pour les ivrognes, parce que leur bateau, qui avait été si mal attaché, il s'était détaché, puis il avait pris une de ces failles, une de ces brèches qui s'était faite dans la levée. Il était parti à l'aventure. Il était parti sur la rive sud, dans un petit vallon, bien loin de la Loire, au milieu de l'eau, au milieu de nulle part, dans un creux qui avait emprisonné toute cette eau qui filait. Et quand le premier s'est levé, il a ouvert cette porte. Et là, il s'est dessoulé tout de suite. Il reconnaissait plus l'endroit, il reconnaissait plus les rives, forcément. Je pense qu'il était même jamais venu à cet endroit-là. Il a réveillé les autres. Puis ils se sont levés. Ils ont regardé le désastre, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On sait point manier ce bateau. Et puis, il n'y a peut-être rien pour se débrouiller avec ça. Il n'y a pas une bourde, on a amené qu'à manger, nous autres, on est berlots. Ils ont commencé à avoir grand soif. Puis ils ne pouvaient pas boire cette eau de la rivière, elle était chargée, elle était jaune. Il y avait des cadavres d'animaux, tous ceux qui avaient été pris au piège de la montée soudaine des eaux. C'était pas prudent. Oh, le premier jour, il s'est passé à dessouler, à essayer de supporter ce mal de tête qui les prenait. Le spivert qui arrêtait pas de taper. Mais c'est au 2e jour qu'ils ont commencé à s'inquiéter parce que ça bougeait pas. La situation restait identique. Le bateau, il était au milieu de ce nulle part. Il bougeait pas. Il y avait de l'eau tout autour. Il y en a pas un qui savait nager. Alors ils ont commencé à se regarder. Ils ont commencé à avoir faim. Quand on a trop mangé comme ça, on n'a plus de réserve. Et l'idée leur est venue, comme à chaque fois. On allait manger le plus faible. Alors là, ils se sont regardés les yeux dans les yeux chacun. Et puis en l'autre, se disant que c'était son voisin qui était un peu moins gros et un peu moins gaillard. C'est celui-là qu'il fallait étriper. Ils n'ont pas eu besoin de se parler, les yeux ont suffi.
La victime a été désignée. Mais ça suffisait pas, il fallait se mettre d'accord comment on allait le tuer, ce garçon. Alors là, il y a eu débat. Ouais, c'est comme ça, toujours. Il y en a toujours qui ont de bonnes idées. Il y en a un qui a dit, oui, c'est simple, avec toutes les cordes qui traînent sur ce bateau, on va faire un nœud de pendu, puis on va le pendre. Alors voilà. Il y en a un qui avait beau pas y connaître, il a dit, non, c'est pas question, un nœud de pendu sur un bateau, ça porte malheur. À lui, ça c'est certain, mais à nous autres aussi. Non, on va pas faire ça. Alors, son voisin, il a dit, on va le nayer, on va le mettre dans l'eau, on va le tenir par les pieds, puis en quelques minutes, il va cesser de bouger, puis on pourra le récupérer. Alors, celui qui avait amené le cochon et qui s'y connaissait quand même en charcutaille, il a dit, ouais, mais la viande va être gâtée, il va gonfler, ça va pas être très bon. Puis l'idée du cochon lui a donné la bonne idée, la seule qu'il fallait. On va le saigner. On va peut-être faire du boudin même, et puis on va boire avec son sang. Ça va être merveilleux, on va le saigner. Voilà. La journée avait été longue en discussion. On s'était mis d'accord. Ils ont passé une bonne nuit, la dernière, pour ce pauvre gars qui avait été désigné. Et puis au moment d'affûter le couteau, l'Ernest, il s'est dit, oui, mais comment on va l'accommoder? Alors ils se sont mis, là encore, à tenir un grand conciliabule. Chacun avait son idée, même la victime. C'est incroyable. Il y en a un qui a dit, c'est simple, on va le faire bouillir. Oh, on voit bien que les Anglais passent de temps en temps chez toi, c'est point bon ça de la viande bouillie. Alors l'autre a dit, on va le faire frire. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'huile? Ça va pas. C'est encore Ernest, c'est toujours lui, il était fin cuisinier. Il a dit, on va le faire en matelote. Et là, ce fut un tonnerre d'applaudissements, tout le monde était d'accord, y compris celui qu'on allait saigner en matelote. C'était son plat préféré, quelle belle fin. Alors Ernest, il a affûté son couteau, il allait le mettre au ras de sa gorge. Quand le Casimir, il a dit, mais ça va pas, non? Faire de la matelote alors qu'on n'a plus de vin rouge. Ça serait un crime. Ernest a arrêté son couteau. Il l'a posé. C'était manifestement une chose qu'on pouvait pour faire une matelote sans vin rouge. Et c'est à ce moment-là que les secours sont arrivés. Parce que les mariniers de Châteauneuf, une fois encore, ils ont battu la campagne pour essayer de ramener les gens qui étaient perchés sur le fait des maisons. Et puis ils ont trouvé ce bateau qui était au milieu de nulle part. Ils les ont chargés à bord, ils les ont ramenés. Les 4 lascars, ils se sont jurés de rien répéter parce que ils avaient péché en pensée, ça suffisait bien déjà, un crime comme ça. Rien que de l'imaginer, c'était affreux. Mais s'ils ont tenu leur langue une semaine, à la 2e semaine, il y avait un concours de belote à l'auberge de la marine. Ils y sont allés, et puis à la 3e ou 4e chopine, les langues se sont déliées. Ils ont commencé à raconter cette abomination. Mais personne en bord de Loire est allé les dénoncer. Parce que tout le monde était d'accord avec eux. Faire une matelote sans vin rouge, il n'en est pas question. Voilà, ils ont fini leur vie avec ce crime presque accompli sur la conscience. Mais ils n'ont jamais été inquiétés parce qu'ils avaient évité l'irréparable.